Les élèves de l'école internationale Arc-en-Ciel ont procédé ce vendredi à la soutenance de leur mémoire. Un exercice typiquement propre à l'école pour préparer les élèves à se rendre utiles à leur communauté après leurs études. L'école Arc-en-Ciel a pour mission de former des leaders capables de servir leur communauté. Pour servir une communauté, il doit être autonome moralement, savoir comment différencier le bien du mal sans être influencé, mais aussi intellectuellement. Parce qu'on ne va pas juste parler de belles valeurs, il faut construire, il faut parler, il faut discuter, organiser des communautés. C'est là où la soutenance du mémoire devient intéressante, parce qu'ils doivent poser leurs propres questions et utiliser des outils académiques pour y répondre eux-mêmes à travers un travail de recherche de niveau universitaire. Mais ils n'ont que 16 ans. Donc ça les prépare mentalement à affronter un monde où il y a beaucoup d'influences intellectuelles, où ils peuvent eux-mêmes articuler leur voix pour pouvoir mettre en avant leurs idées et eux aussi contribuer à la construction d'un monde meilleur. L'école internationale Arc-en-Ciel est l'une des seules écoles à être accréditée par l'organisation du bac international sur les 3 niveaux, donc maternelle, primaire, collège et lycée. Du coup, ces élèves-là sont formés depuis la petite enfance dans le système Arc-en-Ciel pour être capables assez aisément de produire des travaux de niveau universitaire et qui sont propres à leur contexte. Ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, du Togo, pensent et réfléchir sur des problématiques d'Afrique de l'Ouest, ceux qui viennent du Moyen-Orient, ceux qui viennent des États-Unis, ceux qui viennent d'Asie, s'approprient en fait les problèmes de leur communauté pour y réfléchir et trouver des solutions concrètes. Une expérience particulière pour ces élèves du niveau de première. Certains ont partagé leur expérience durant ces travaux de recherche. I decided to work on the theme of existentialism in the universe of Doctor Who. It basically the theme of existentialism consists of finding your own purpose. So I wanted to explore how a series that is basically for children can go deeper in terms of how it can help society discover more about themselves. I think I definitely satisfied my own knowledge first of all because I love English and I love philosophy. So it was basically a mix of both. But more than that, I was able to learn how to write a more proper paper, which will certainly help me later when I go to university. J'ai soutenu sur les effets cancérigènes de la consommation de l'aspartame. Donc c'est un édulcorant, donc un sucre de substitution qui a été créé artificiellement dans le but de reproduire plus de 200 fois le goût du sucre afin de régler des problèmes de diabète et d'obésité qui sont très croissants récemment dans les années. J'ai pu regarder que notre consommation de produits artificiels avait augmenté dans les récentes années. De ce fait, nous ne regardons pas vraiment les produits qui sont composés dans les produits que nous consommons. Donc j'ai décidé de travailler sur ce sujet afin de pouvoir montrer aux gens que les différents produits qui sont utilisés pour contrebalancer les effets négatifs du sucre, par exemple, comme dans mon travail, peuvent eux aussi avoir des effets négatifs sur notre santé. Donc nous devons être vigilants sur notre consommation quotidienne et sur ce que nous ingérons. Le principal problème que j'ai pu rencontrer était au niveau de la recherche d'études. Donc en effet, l'aspartame est un produit qui a été très récemment développé. Donc il n'y a pas eu assez d'études fiables qui étaient effectuées sur des humains qui pouvaient établir des conclusions très précises sur les réels impacts et le réel lien entre le cancer et le développement de cancer chez les humains. De ce fait, j'ai dû chercher beaucoup d'études afin de contrebalancer le fait que je n'avais pas d'études qui étaient réalisées sur les humains. Sincèrement, cet exercice m'a permis de me préparer à ma vie d'étudiante. Donc, nous savons tous qu'à la fin du cycle d'études, nous devons soutenir des thèses et des mémoires. Donc, le fait de nous pousser à faire cet exercice durant nos années de lycée me permet de mieux m'entraîner, de mieux savoir ce que je devrais affronter dans le futur. Alors, moi, j'ai fait l'effet des graisses saturées sur la santé. Tout simplement, dans mon mémoire, j'ai cherché à prouver que plus on va consommer de graisses saturées et plus précisément de l'huile de palme, plus le niveau de cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol, va augmenter dans le sang. Donc plus ça va également augmenter dans le sang, plus on va avoir le phénomène de l'athérosclérose qui peut se produire. Donc on est plus exposé à ce risque-là. Donc l'athérosclérose, pour spécifier un peu ce que c'est une maladie cardiovasculaire où on va avoir en fait des veines qui peuvent être bouchées, des artères qui peuvent être bouchées à cause des graisses qui s'accumulent à l'intérieur. Alors
déjà, il faut faire très attention aux quantités qu'on consomme de graisse saturée, d'huile de palme. Il faut aussi faire beaucoup d'exercices physiques à côté. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux facteurs, l'alimentation et l'activité physique. C'est vraiment ces deux facteurs qui impactent, on va dire, notre santé. L'école internationale Arc-en-Ciel prépare les élèves au diplôme de baccalauréat international en français et en anglais. Cette soutenance n'est qu'une étape. L'obtention du baccalauréat international n'est pas une chose facile. Donc il y a cette étape, c'est la première. Ensuite, ils ont 6 travaux de recherche à rendre, une par matière sélectionnée. Et puis évidemment, il y a l'examen du baccalauréat international qui se passe en mai. Ils ont 3 épreuves par matière. Les épreuves sont envoyées par DHL depuis Genève et puis renvoyées à Genève pour correction, ce qui rend l'obtention du diplôme du baccalauréat international extrêmement rare et apprécié par les universités du monde entier. Du coup, il n'y a pas de problème pour accéder à des universités partout dans le monde. D'ailleurs, beaucoup de nos élèves ont déjà des acceptations conditionnelles. Avant même d'avoir reçu les résultats du bac, les universités demandent d'avoir ce genre d'élèves qui sont capables de produire quand même des mémoires à 16 ans, ce qui est chose assez rare dans ce monde. L'école internationale Arc-en-Ciel est accréditée pour délivrer des programmes primaires, des programmes intermédiaires et des programmes de baccalauréat international en anglais et en français. L'accomplissement de la Umrah, acte de Sunna, également appelé pèlerinage mineur, devient désormais plus accessible aux fidèles musulmans au Togo. Ceci grâce à la création d'une nouvelle agence de voyage spécialisée dans l'organisation de la Umrah, nommée Umrah Karima. Cette initiative vise à aider, assister et faciliter la Umrah collective au Togo en offrant des services adaptés aux besoins des pèlerins. Notre objectif, c'est vraiment pour assister les gens et faire comprendre aux uns des autres que aussi au Togo, actuellement, on a une agence qui peut organiser la Umrah collective. Umrah Karima se positionne comme le premier guide pour les pèlerins en proposant des forfaits et des services qui répondent aux besoins spécifiques de chaque voyageur. L'agence se propose d'offrir des conseils sur les démarches administratives, l'obtention de visas, ainsi qu'un accompagnement religieux pour garantir une expérience enrichissante. Aussi, contrairement au Hajj, qui se fait une fois par an, la Umrah peut être accomplie à tout moment de l'année. La Umrah est ouverte à tout moment, ce n'est pas comme le Hajj qui est précisé dans un mois, si ça passe, c'est fini. Tu n'auras pas la chance, tu dois attendre en commencer à prier Dieu de te accorder la santé et l'inviter pour encore trouver le mois qui s'appelle mois al-Zulhijjah, le 12e mois du calendrier islamique. Mais la Umrah, à partir des premiers mois du calendrier islamique, l'homme a la chance d'effectuer Umrah à chaque temps et chaque moment. Il n'y a pas une période précisée. Le lancement de l'agence Umrah Karima intervient dans un contexte où il a été constaté au Togo que la Umrah n'est pas appréciée à sa juste valeur. Malgré son importance spirituelle, elle reste moins organisée. En mettant en place une structure dédiée, Umrah Karima entend remédier à cette situation en rendant la Umrah plus accessible à tout fidèle désireux. Nous demandons à nos frères musulmans, comme il a déjà dit, le Umrah est pour chaque moment. Qu'Allah nous donne les moyens pour l'effectuer. Qu'Allah nous donne les moyens pour l'effectuer. Nous encourageons aussi toutes nos agences du Togo qui sont à notre direction de faire confiance maintenant à l'agence de notre frère Imam Daoud par rapport à Umrah. L'arrivée de Umrah Karima au Togo marque une avancée significative dans l'organisation du pèlerinage mineur. Grâce à son expertise et son accompagnement personnalisé, l'agence se positionne comme un acteur clé pour permettre aux fidèles togolais de vivre une Umrah dans des conditions optimales, alliant spiritualité et confort. Depuis le mois dernier, les utilisateurs des services de mobile money au Togo font face à une augmentation significative des frais de transaction.
Le groupe IAS Togo, l'un des principaux opérateurs du secteur, à côté de Move Africa Togo, a revu à la hausse salariés tarifaires avec des augmentations allant jusqu'à 80% sur certains services et une taxation supplémentaire de 2,5% pour les transferts dépassant 3 opérations par jour. Une décision qui suscite indignation au sein des consommateurs. Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Togo LCT est montée au créneau. Dans un communiqué, elle dénonce une violation manifeste des droits des consommateurs et un frein à l'inclusion financière. Pour l'organisation, ces nouveaux tarifs rendent les transactions financières plus coûteuses et risquent d'exclure une partie de la population des services numériques pourtant devenus essentiels, notamment au milieu rural. Ces frais élevés pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des Togolais et mettent en péril de nombreuses activités économiques, s'inquiète la LCT, qui pointe du doigt l'absence de régulation dans le secteur. L'association interpelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO, lui demandant de jouer son rôle en encadrant ces pratiques qu'elle juge abusives. La LCT réclame l'annulation pure et simple de cette hausse et appelle les consommateurs à se mobiliser. Reste à savoir si IAS Togo fera marche arrière ou si cette hausse des tarifs s'imposera aux Togolais au risque d'accentuer les inégalités d'accès aux services financiers. L'Agence nationale de météorologie au Togo a établi un bilan sur les prévisions saisonnières de l'année 2024 au nord du pays. En 2024, l'ANAMET a prévu une situation pluviométrique excédentaire au nord du pays. En effet, un démarrage précoce de pluie à tendance normale a été prévu dans le nord de la région de Kara et le sud de la région des Savanes, ce qui prévoyait une fin de la saison agricole tardive anormale dans tout le nord avec des séquences sèches longues en début de saison et plus courtes vers la fin. Selon l'agence, dans les régions nord, Kara et Savane, les prévisions ont atteint seulement 50% de réussite avec des cumuls de pluie inférieurs aux attentes, ce qui a amené des producteurs à se retrouver dans une situation amère et douloureuse. Cette anomalie est en partie liée aux courants marins de Banguela qui font remonter à la surface de la mer des eaux froides, causant des fraîcheurs nocturnes et matinales précoces dès la fin de juin. Pour l'année 2025, les prochaines semaines révèlent qu'une période relativement sèche sera observée sur l'ensemble du pays avec la présence de la brume sèche ou de la poussière qui réduira la visibilité par endroits dans l'ensemble du pays. Selon l'ANAMET, la situation risque de s'aggraver dans les 2 prochains mois pour les habitants du Nord Togo qui seront confrontés à une absence de pluie et à une forte présence de poussière et de brume sèche. Le nord du pays reste donc sous la menace d'une sécheresse persistante. Notons que le rapport de l'ANAMET vise à évaluer les prévisions saisonnières avec les différents acteurs pour améliorer la gestion des risques climatiques, notamment en ce qui concerne l'agriculture, très dépendante des conditions météorologiques. Au moins 17 enfants ont été tués dans un incendie jeudi dans une école islamique au nord-ouest du Nigeria. Les causes du sinistre restent encore à déterminer. Toutefois, les premières investigations suggèrent que le feu serait parti d'un stock de bâtons d'hygiène bucco-dentaire, localement appelé Kara, entreposé près de l'école, selon les autorités. Nous dormions vers 2 h du matin quand j'ai entendu frapper et crier « Au feu, au feu !» Lorsque nous sommes sortis, nous avons immédiatement vu des flammes sur le toit de l'école. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à participer aux opérations de sauvetage dans tous les locaux de l'école. Certains enfants étaient déjà brûlés, d'autres blessés. Le président nigérien Bola Tinubu a exprimé sa sympathie aux familles des victimes et a exhorté les écoles à donner la priorité à la sécurité des enfants.
Plus de 150 hectares de champs de canne à sucre ont été brûlés et le feu continue de consumer d'autres plantations au loin. C'est la conséquence des affrontements violents qui ont opposé en début de semaine les coupeurs de canne de la Société sucrière du Cameroun aux forces de l'ordre. Ces derniers dénoncent un travail esclavagiste, des salaires de misère et exigent une amélioration de leurs conditions de travail. Nos frères coupeurs s'énervent par rapport au travail. On travaille durement. Couper la canne, c'est pas facile. On peut même dire que c'est l'esclavage payé pour le moment. Mais on endure ce travail-là et nous sommes très mal payés. Les gens se plaignent quand on diminue la tâche parce que la canne est dense. Comme vous voyez ici, ce n'est rien. Ça, c'est une parcelle qui ne produit plus parce que c'est à côté de la ville. La situation a dégénéré faute de solutions pour résoudre leurs exigences, à savoir un retard dans le paiement des salaires. La grève a tourné à l'émeute avec des scènes de violence inédites qui ont fait un mort parmi les employés des champs et une dizaine de blessés selon le maire de la ville. En conséquence, l'entreprise de Sosucam est à l'arrêt depuis des dizaines de jours. Elle annonce que la grève a des répercussions sur ses activités. La ville est fortement militarisée et les activités tournent au ralenti en Koteng. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il y a eu des affrontements entre les grévistes et les forces de maintien de l'ordre. Nous avons enregistré un mort côté gréviste et environ 5 blessés, dont 2 policiers évacués. Il y a eu des casses de véhicules. Les coupeurs de canne avaient un certain nombre de revendications envers la Sosucam et certaines ont connu un aboutissement heureux et d'autres pas encore. Alors que les images de la situation ont créé une onde de choc et des dénonciations de la classe politique camerounaise, les regards de crise se multiplient pour calmer les tensions. La Sosucam, filiale du groupe français Somdia, a annoncé ce vendredi une revalorisation de la prime mensuelle et des salaires de base des manœuvres agricoles coupeurs. Le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies lance une mission d'établissement des faits sur les exactions perpétrées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce mécanisme a été approuvé sans vote vendredi à Genève par les 47 membres du Conseil. Il sera suivi d'une commission d'enquête internationale. Les membres de cette première investigation seront nommés par le Haut-Commissaire aux droits de l'homme et un premier rapport devrait être publié dans environ 7 mois. Le texte exige également le retrait du M23 et condamne le soutien de l'armée rwandaise à ce groupe dans l'est de la RDC. Environ 3000 personnes ont été tuées selon le dernier bilan des Nations Unies. Un nombre symbolique gravé au sol avec de la craie. Devant le bureau du Premier ministre britannique, Leila Souef entame son 129e jour de grève de la faim. Mathématicienne, professeure d'université et militante politique, c'est en tant que mère qu'elle mène ce dernier combat. Leila se bat pour obtenir la libération de son fils, détenu depuis plus de 5 ans. La plupart des mères sont prêtes à mourir pour leurs enfants, mais cela prend des formes différentes. La plupart des mères sont prêtes à mourir si leur enfant est en danger. Abdel El Fattah, 43 ans, est l'un des plus fervents militants égyptiens en faveur de la démocratie. En 2019, il est accusé d'avoir liké un post Facebook qui dénonçait la torture dans les prisons égyptiennes. L'homme a alors été condamné à 5 ans de prison à l'issue d'un procès devant une cour de justice spéciale. La raison pour laquelle le gouvernement n'écoutait pas l'opposition est qu'il pensait que Donald Trump serait de leur côté. Maintenant que le président américain a contrarié le monde entier et qu'ils ont besoin d'alliés, je pense qu'ils devraient se tourner vers l'Europe et le peuple égyptien. La date de libération d'Abdel El Fattah, initialement prévue en septembre dernier, a été reconduite au 3 janvier 2027. Les autorités égyptiennes ayant refusé de prendre en compte la période de détention provisoire.
La FIFA a tranché dans l'affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération congolaise de football et le collectif des membres de l'Assemblée générale qui dure depuis plusieurs mois. Dans un courrier adressé mercredi à la FECOFOOT par le secrétaire général du bureau du Conseil de la FIFA, l'instance mondiale du football a annoncé la suspension de la Fédération congolaise de football avec effet immédiat suite aux tensions entre le ministère des Sports et la FECOFOOT ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à la fermeture des installations sportives du pays. Conséquence, les clubs et sélections nationales sont privés de toute compétition internationale et de l'accès au financement et programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le fait le plus criard, c'est que nous avons des jeunes qui devaient participer à partir du 16 au Cameroun au tournoi zonal de l'UNIFAC, tournoi qualificatif donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc. Des U17, donc des jeunes qu'on appelle les cadets. Voilà, donc la suspension est tombée, ça fait très mal. Le sport, c'est le football, donc vous pouvez imaginer, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes qui vivent de cette activité de football. C'est clair, restaurer le comité exécutif sortant, le Congo retrouve tout de suite sa légitimité, retrouve ses commissions. La FIFA reproche à la FECOFOOT des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d'une commission ad hoc jugée illégitime. Pour faire tomber, par exemple, le COMEX, il y a le collectif des présidents qui avaient signé la pétition. Mais ceux qui ont signé cette pétition, c'est les dirigeants, mais pas les présidents des clubs, comme on le dit. Donc il y a des usurpateurs et des faussaires. Certainement, imiter la signature de certains dirigeants, mais là, c'est s'il a commis, s'il a mal géré, il devait rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire à la FIFA ou à la CAF. Mayolas avait été élu. Restituer le siège et les installations de la FECOFOOT au comité exécutif, annuler toute modification des signataires des comptes bancaires et garantir l'autonomie de la fédération sans ingérence extérieure. Voilà les conditions imposées par la FIFA pour lever la suspension du football congolais, déjà en perte de vitesse. Leurs protestations ont porté leurs fruits. Les employés de l'USAID ne seront pas licenciés immédiatement, comme le souhaitait le président américain. Un juge fédéral a ordonné l'arrêt temporaire des projets de licenciement qui concernent des milliers d'employés de l'Agence américaine pour le développement international. Un revers pour Donald Trump et son allié Elon Musk dans leur projet de démantèlement de l'agence qui faisait partie des promesses de campagne visant à réduire les dépenses fédérales. Le juge Carl Nichols, nommé par le président Trump, a également accepté de bloquer une autre ordonnance. Celle-ci laissait 30 jours aux collaborateurs de l'USAID, basés à l'étranger, pour déménager aux États-Unis avec leur famille aux frais du gouvernement. Deux mesures qui auraient, selon le juge, exposé les travailleurs américains et leurs familles à des risques, des défis logistiques et des dépenses injustifiées.